aujourd'hui, ça fait quand même une bonne petite quinzaine d'années que je travaille dans cette administration, donc du coup, on est devenu sur une habitude. Mais je me rappelle mes premières années dans cette administration. Quand on arrivait, on avait la boule au ventre parce qu'on rentrait dans un système qui est un petit peu particulier, en contact avec une population qui est aussi mise à l'écart de nos concitoyens parce qu'ils ont commis des faits ou qui pourraient avoir commis des faits un peu difficiles. On a un petit peu ce qu'on appelle cette boule au ventre qui reste et qui s'atténue un petit peu au regard des années que l'on fait dans l'administration, mais qui reste toujours présente, qui reste toujours là. C'est quelque chose que vous saviez que vous allez, en vous engageant dans cette voie-là, avoir, par exemple, cette boule au ventre dont vous parlez? Je savais que je mettais les pieds dans un univers, l'univers carcéral qui est très codifié, qui est très particulier, qui est rempli d'images d'Épinal et rempli de violence. Donc je sais pertinemment que j'ai toujours su que quant à prendre mon service le matin, je pouvais me faire agresser, cracher dessus, insulter. Malheureusement, l'expérience a fait que bon nombre de fois, j'ai subi des agressions directes où je me suis retrouvé au sol en train de recevoir des coups par la population pénale qui était en pleine crise agressive et c'est pas évident. Au jour d'aujourd'hui, j'ai 44 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié, je suis bien établi dans ma vie sociale et ma vie familiale. Mais malgré tout, quand le soir je suis à la maison et que je dis bonne nuit à mes enfants, le matin je pars tellement de bonheur que je les croise pas du tout, je me dis peut-être que c'est la dernière fois que je les vois. Ça reste quand même prégnant dans notre inconscient. On le sait, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on doit rien faire. C'est pas parce qu'on est mis en difficulté au jour le jour, c'est pas parce qu'on est au contact d'une population qui, avec en plus maintenant les phénomènes de radicalisation et tout ce qui se passe à la télé et tout ce qui se passe de partout, rentre dans une violence incroyable, une violence gratuite et une violence froide, que je dois rien dire. Là, c'est fort quand même ce que vous dites. C'est que vous ne reverrez pas vos enfants. C'est à ce point-là? Ah oui, c'est à ce point-là. Hein. C'est à ce point-là. Vous savez, un surveillant pénitentiaire au sein d'une détention, bien sûr, on n'a pas de moyens de communication avec l'extérieur. On part sur une journée type le matin. Au moment de la journée, quand on arrive à finir notre service ou quand on finit notre service, on n'a aucun moyen de dire, moi j'ai aucun moyen de dire, voilà chérie, je t'appelle parce que ma journée s'est très bien passée. Je vais rentrer à la maison, prépare le souper ou attendez-moi pour manger. Mais non, combien de fois, par contre mon épouse sait très bien à quelle heure je termine. Et quand arrive le moment, l'heure fatidique, si elle sait que si au bout d'un petit quart d'heure, je lui ai pas envoyé un petit message pour dire je suis en train d'arriver, elle s'attend au pire. Et mes enfants c'est pareil, mes enfants angoissent. Parce que combien de fois je me suis retrouvé agressé et partir à l'hôpital et rester des heures et des heures pour me faire soigner. Et mon épouse et ma famille étaient dans l'angoisse parce que ils savaient pas réellement ce qui se passait. Ils savaient pas réellement ce qui m'était arrivé. Justement, est-ce qu'on peut illustrer un exemple de ce qui vous serait arrivé finalement en agression? Est-ce que vous pouvez nous en raconter une particulièrement? Alors une très très violente qui a été à l'époque médiatisée, qui s'est passée sur la région de Lyon. Un détenu qui a mis au tas 6 surveillants en les mordant. J'ai des copains qui se sont fait arracher des bouts de chair en mordant le triangle génital d'un collègue et il ne lâchait pas prise. Le collègue en question a eu 45 jours d'ITT, donc interruption totale de travail, a mis des années à se remettre. Au jour d'aujourd'hui même n'est pas totalement remis. Et ça s'est passé alors que ça faisait à peine une demi-heure où j'avais pris mon travail. Donc j'ai été agressé physiquement, des coups. En plus on a un métier qui est très codifié. Au jour d'aujourd'hui, un surveillant pénitentiaire qui rentre dans une qui veut se défendre à une dans l'agression, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il fait. Parce que le focus est sur lui. Le premier réflexe de notre administration, ou même du juge, ou même dans le cadre de l'enquête, c'est vous, surveillant pénitentiaire, quels ont été vos gestes déplacés? Vous lui avez craché dessus, vous l'avez tapé dessus. On est dans l'image d'Épinal, du surveillant pervers et vicieux qui se lève le matin en disant tiens, je vais embêter, je vais faire du mal à une population pénale. Non, on a été 6 gravement atteints dans notre chair et dans notre esprit.
Mais par contre, où j'ai eu l'occasion d'échanger avec le juge le jour du procès, c'est que nos gestes sont restés professionnels et lui, le détenu, ben, il a eu aucun coup. Et par contre, on a été 6 à être touchés dans notre chair. Et à des degrés très graves. C'est-à-dire que le curseur, finalement, il est plus du côté, pas de la défense, mais presque du détenu que du... Ah, le premier réflexe, ça va savoir quels ont été l'agissements du surveillant. Même maintenant, très récemment, ce qui s'est passé à Vendanoveil, ce qui s'est passé à Borgo, ce qui s'est passé à Tarascon, ce qui s'est passé à Mont-de-Marsan et hier à Longnes, le premier réflexe de l'administration, ça a été quoi? De regarder, d'extraire les caméras pour savoir si les collègues n'ont pas eu des gestes inappropriés. La semaine dernière, dans le cadre de mon travail, on intervient sur une fouille de cellules. Une fouille de cellules où on avait des recoupements d'informations, comme quoi le détenu en question avait en sa possession énormément de stupéfiants, avait en sa possession énormément de téléphones. Oui, effectivement, on a trouvé dans sa cellule et sur lui du stupéfiant et des téléphones. Son premier réflexe, la première chose qu'il a dit à lui, mais vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de me fouiller. Vous n'avez pas le droit de me cire. Et du coup, il a fallu qu'on fasse très attention à son comportement pour ne pas rentrer dans une dynamique d'agression. Moi, je me suis permis, ou j'aurais peut-être pas dû, lui dire, mais jeune homme, mais les stupéfiants, c'est interdit aussi. Le téléphone en détention, c'est interdit aussi au jour d'aujourd'hui. Il y a un contexte particulier. On a le focus sur nos gestes professionnels. On travaille en insécurité totale. Mais non, c'est pas possible. Et puis, là, le reportage que vous êtes en train de faire, ce que je suis en train de dire va être vu et entendu par énormément de personnes. Peut-être quelqu'un, au jour d'aujourd'hui, peut être intéressé par cette carrière. On rentre dans la fonction publique. On a ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi. Mais quand ils se rendent compte, le taux d'agression que l'on subit, le peu de moyens que l'on a en matériel, l'attractivité du métier qui est ridicule, eh ben, ils viennent pas. Ben, là, on est dans une période où il y a une ouverture de concours pour les surveillants. Et énormément de personnes se sont inscrites pour passer le concours de surveillants. Mais ce qui s'avère, c'est que sur la totalité des personnes qui se sont inscrites et les gens qui l'ont passé, ils ont été juste 30% à le passer. Notre métier n'est plus attractif. N'a jamais été attractif, il est très difficile. Donc du coup, il n'est pas attractif. Alors c'est sûr, le rendre attractif comment? C'est là où on va se dire, on le rend attractif sur les conditions de travail. On le rend attractif sur une gestion de détenus radicalisés dans des structures adaptées, avec des moyens en personnel et des moyens en équipement pour pouvoir, pas pour les mettre dans une situation de difficulté, mais pour pouvoir travailler dans une situation de sécurité pour nous-mêmes. Justement, il y a des détenus radicalisés, si vous en avez? Oui, il y en a. Il y en a qui sont dans les murs de Valence pour des faits reconnus qui tournent autour du terrorisme. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ces personnes-là? Très dur. Parce qu'ils ont un traitement déjà carcéral particulier. Ah non, ils sont en contact de tout le monde. Mais là, c'est pareil. Il y a quelques années, suite aux événements majeurs qui sont passés en France, on a tous été atteints par ce qui s'est passé à Charlie, parce que ce qui s'est passé, tous les attentats, tous ces pauvres gens innocents qui ont perdu la vie pour une idéologie X ou Y. Les gens qui ont commis ce genre de faits, ils sont en contact de tout le monde au sein de la détention. Ils ont la possibilité demain, au jour d'aujourd'hui, demain je me fais arrêter pour excès de vitesse en récidive, je peux me retrouver en prison pour plein de choses. Ces gens-là, ils vont essayer de prendre la main sur moi. Comment? C'est très simple. Ils se nourrissent de trafic et ils donnent ce qu'ils appellent leur bonne parole. Donc on rentre dans le cadre d'une prosélytisme. Ils vont essayer parce que j'ai des faiblesses, des difficultés, ils vont me mettre sur leur coupe. Et du coup, ça fait l'effet boule de neige. Ça paraît aberrant finalement qu'ils aient accès à d'autres détenus, étant donné leur dangerosité. Vous n'êtes pas d'accord? La problématique, c'est que je ne peux pas être d'accord ou ne pas être d'accord. C'est que quand je travaille, je dois faire avec. Je fais avec. Nous avons au sein de la détention de Valence des détenus qui ont été reconnus coupables au nom de la société française sur des actes de terrorisme dans le cadre d'une radicalisation X ou Y. Et ils se promènent tranquillement dans les cours de promenade. Ils ont le droit de faire leur promenade. Ils ont le droit de faire leurs activités qu'ils ont. C'est un droit aussi. On n'est pas non plus au fin fond du RSS dans des goulags. Ils ont des droits aussi. Le seul droit qu'ils n'ont pas, c'est de pouvoir
la liberté des mouvements. Mais nous, ce que nous aimerions, c'est que cette population-là, elle puisse être, non seulement elle est identifiée, elle est identifiable. Ceux qui tombent sous leur aile malfaisante, on les identifie. On sait, mais cela les mettre à l'écart des autres. Pour éviter que cette peste, parce que c'est une peste, c'est une contagion qui grossit, qui grandit et on arrive aujourd'hui à des actes commis comme à Vendin, comme à Borgo, où, et c'est là où je vous disais tout à l'heure que c'est une agression froide, c'est que pour eux, ce qu'ils ont fait, c'est dans leur continuité. Il y a quelques années, un détenu qui agressait un surveillant, c'était un coup de poing, 2 coups de poing, ça allait. Mais maintenant, ils sont en capacité à nous regarder, nous ouvrir la gorge et refaire leur petit train-train quotidien sans que pour eux, il ne s'est rien passé. Vous avez pensé à arrêter ce métier? Oui, plein de fois. Plein de fois. Plein de fois. Mais c'est vrai que ce métier, pour l'instant, je vous en donne une vision un peu dure, mais il y a des très très bons côtés. Nous gérons de l'être humain. Nous avons un contact avec une population de tous horizons. Ceux qui sont dans cette mauvaise dynamique ne représentent qu'une infime partie de ces Français et Françaises ou toutes les personnes qui sont en détention en France, qui ont commis des faits et qui ne veulent qu'une chose, c'est payer leurs dettes devant la société, pour pouvoir se réinsérer, pour pouvoir retravailler. Voilà, j'ai fait une bêtise, je l'assume, je fais le temps que j'ai à faire en prison, et je me projette vers l'extérieur, sur l'après de la détention. Une de nos missions régaliennes du surveillant de pénitentiaire, c'est la réinsertion. On est là aussi pour les pousser vers la réinsertion. Il y a un message d'espoir quand même. Ah oui, mais heureusement, sinon on deviendrait fou ou on deviendrait des machines.